Allez, on démarre, on attend. J'arrive. C'est parti, on est en live. Ciao. Ok. Bon, Jacques, on est parti en live, normalement. Ah, Donc, okay. Je vais vérifier. Je ne sais même plus où on en est. Est-ce que le live est lancé ou pas? Normalement, oui. Attends, j'ai les commentaires partout. J'ai des commentaires partout. Donc, Ouais. alors, je ne sais pas si on nous voit. Ouais. Attends. Voilà, ça se réactualise. Donc, je pense qu'on est dans le live. Donc, je pense, je ne sais pas. Donc, on va faire comme si. Ok. On va faire comme si. Attends, je vérifie sur le. Ah, Attends, Enzo, qu'est-ce qu'il veut? de nous voir, hein, je pense. Ouais, Enzo. Ouais, Enzo. Allô? Allô? Ah putain, mais il est là. Donc, je l'appelle. Je le rentre au flux. Voilà. Bon, il est passé où? Je l'ai rentré. Voilà, il est là, Enzo. Tu nous entends, Enzo? Moi, je vois du noir. Pourquoi marquer, hein? Bon, je vois Jacques, je vois Enzo. Je vois pas Il a Enzo, des par contre. problèmes. Enzo, il doit avoir des soucis quand même. On est Ah, en ça. live, on est en direct, Jacques. Je te le confirme. Bon. Voilà. Bon, mais bonsoir à tous. Désolé pour ce contretemps. Nous avons notre Enzo national qui est resté bloqué entre le salon et le bureau. Hein. Donc, il a fallu que je prenne le relais. Donc, nous allons commencer avec du retard, mais nous allons commencer ce live de qualité avec Jacques qui va nous parler et qui va nous conseiller sur les flèches, l'utilisation des flèches à la chasse et comment faire des bonnes flèches. Je te laisse la parole, Jacques, et merci à tous pour cette attente. Ouais, de rien. Bonsoir à tous. Donc, en fait, donc j'ai très souvent des questions sur le choix des flèches. Ce qu'il faut savoir pour choisir une flèche adaptée à la chasse, c'est déjà au niveau des informations. Donc, il faut pouvoir connaître la puissance réelle de l'arc, donc mesuré avec un peson, pas une estimation. Parce que des fois, à 3-4 livres près, on va passer dans un spin supérieur. Il faut aussi connaître la longueur des flèches auxquelles vous voulez qu'elles soient. Après, il y a aussi le poids de pointe que vous utilisez. Donc, l'idéal, c'est quand même qu'ils correspondent aux pointes de chasse que vous utilisez. Par exemple, je sais pas si vous voyez, hop, cette German Kinetic, c'est une 100 grains, donc il faudra que vous utilisiez des pointes d'entraînement en 100 grains. Et vous ne me faites pas comme certains clients qui utilisent des pointes en 100 grains et Réactiver. 125 à la chasse. Donc le réglage sortie de flèche ne va Je peux pas être pas. Il du est tout. impossible de réactiver. Donc il y a Ton micro après n'est pas connecté. il va y avoir le type en fait de gibier aussi que vous allez chasser. Donc si vous chassez du très gros gibier, du style gros sanglier dans les 100 kilos et plus, ou cerf, donc là il faudra quand même avoir une flèche avec un poids minimum, même si c'est pas que le poids qui compte. Il y a énormément le phoque, le fameux phoque de HB. Donc après, une fois que vous connaissez le poids de pointe que vous allez utiliser, la puissance réelle, donc mesurée, vous pouvez le faire en archerie, hein, demander une archerie ou dans vos assauts. L'idéal, c'est d'avoir un peson. Alors les pesons qui sont en ressort sont d'une précision qui est assez moyenne. Là, il y a j'ai oublié la marque d'archerie qui fait un pesant, c'est le H2. C'est
j'ai oublié, c'est marque de Easy Last Chance, voilà, qui fait un peson qui est d'une très très grande précision, donc qui vous permet d'avoir la puissance maxi et la puissance retenue avec des dixièmes de livre. Donc après, pour le choix des flèches, ça va être un peu plus simple. Donc après, je vous conseille quand même vivement d'utiliser les chartes qui sont faites par le fabricant. Là, par exemple, je vais prendre un carnivore. Hop. Voilà. Donc carnivore qui est fabriqué par Black Eagle en rose. Donc si vous allez sur leur site, vous verrez qu'il y a donc des tableaux, des abacs. Donc où il y a la puissance, une plage de 5 livres de puissance dans laquelle votre arc doit se trouver. Sur la case qui suit, je vais peut-être le sortir parce que je l'ai sur le bouquin. Hop. Ce sera peut-être plus simple. Je ne sais pas si on voit. Je me recule. Donc sur le fameux sur ce livre, voilà. Donc vous verrez en fait, il y a, c'est difficile. Hein. Voilà. Donc là il y a les puissances. Et de ce côté, vous avez en fait les allonges. Et donc en croisant votre allonge avec la puissance, vous savez à peu près le type de tube qu'il vous faut. Ça, en fait, ça permet de dégrossir parce que vous verrez qu'après, dans la réalité, des fois, il y a quelques petites subtilités. Ce qu'il faut, enfin, moi, ce que je conseille et que je fais, c'est de commencer avec un tube plus. Alors, ça va dépendre de l'allonge que vous avez, mais si vous avez une allonge, par exemple, de 28 ou 29 pouces, de partir avec un tube qui va faire dans les 31 pouces, et donc de couper quart de pouce par quart de pouce pour pouvoir, donc en fût, pour pouvoir voir comment atterrit le tube en cible. Donc, alors, par contre, il faut une cible qui soit relativement fixe, avec de la mousse et plutôt neuve, parce que des cibles qui sont abîmées vont donner une lecture qui va être erronée. Donc, ce qu'il faudra, c'est tirer donc fût nu à 10 mètres, c'est l'idéal, enfin entre 9 et 10 mètres. Les Américains préconisent 10 yards, 10 yards, ça fait 9 mètres. Donc si vous êtes un peu en dessous, ça ne changera pas. Et donc, ce qui fait qu'un tube qui sort bien droit, donc qui arrive en cible vraiment parfaitement droit, sans empennage, une fois qu'il aura un empennage, il pourra faire que aussi bien, on va dire. Donc, utilisez le fût nu et donc raccourcissez quart de pouce par quart de pouce. Ça me fait penser à quelqu'un. Donc, l'idéal pour raccourcir le tube, c'est quand même d'avoir un Dremel ou un coupe-tube comme j'ai là derrière. C'est nettement plus propre. Ça vous évitera aussi certains soucis de fêlure de tube, parce que quand on scie, ça va pas être forcément très très propre. Donc après, au niveau du choix des flèches, tout dépend le gibier vraiment que vous choisissez. Après, par expérience, ce qui était bon, c'était en fait en poids de flèche, c'est autour des 400-450 grains. Donc, les 30 grammes qu'on avait au début, avant qu'il y ait la législation qui change. Donc le choix était très bon. Donc pour après faire des tubes vraiment, enfin des flèches de chasse bien spécifiques. Si vous allez sur du grand gibier, là après, il va falloir déjà choisir des flèches qui seront avec un spin un petit peu plus élevé, donc pour pouvoir les alourdir sur l'avant, pour les assouplir et aussi augmenter ce fameux foc. Donc je pense qu'il faudrait, enfin je vais en parler rapidement du foc. Le foc, c'est l'abréviation de forward center. C'est plus ou moins en fait le point d'équilibre de la flèche. Donc plus ce point va être proche de la pointe, moins il y aura de possibilités de flexion. Si j'ai un point d'équilibre qui se trouve là ici,
ma flèche, vous voyez, je l'applique vraiment hyper facilement. Si je suis là, ça devient une baramine. Donc, ce qui fait que quand ça va pénétrer dans l'animal, ça ira beaucoup plus loin parce que en fait, il n'y a pas de perte d'énergie quand il y a cette fameuse flexion là. Donc ça, toutes les oscillations, c'est une perte d'énergie. Si votre flèche n'arrive pas bien perpendiculaire à la cible, dans l'étude d'Ashby, alors il faudrait que je reprenne le truc, mais si je me souviens bien, il dit qu'une flèche qui arrive plus ou moins de côté, la perte, elle est estimée entre 14 à 47% de pouvoir de pénétration, donc c'est monstrueux. Donc c'est pour ça que je vous incite très 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 vivement à faire au départ des tests FUNU pour avoir un tube qui arrive bien droit. Une fois qu'il est empenné, théorie, si c'est vraiment bien réglé, votre arc est bien réglé, ça doit atterrir pareil. Ce qui fait que ça donnera une flèche qui volera aussi très très bien, 30-40 mètres. Bon, normalement, on n'est pas censé tirer à ces distances-là, mais des fois, on peut faire des flèches d'achèvement à ces distances-là. Mais par exemple, quand je suis allé en Afrique, j'ai tiré un gnou, je l'ai tiré à 35 mètres. Et la flèche, donc c'était pas cette flèche, c'était celle-là, elle est toute fine, les X-Impact pour certains qui connaissent. Donc ça, c'est une flèche qui a un foc, parce que l'insert, en fait, qui n'est pas un insert, qui est un outsert qui vient coiffer le tube, fait 45 grains. Donc là, ce qui me donne un foc d'à peu près 15%, parce que c'est 14,9 exactement, donc qui est dans les très très bons ratios de foc. Donc là, j'ai pas été embêté puisque la flèche est arrivée jusqu'ici dans l'animal. Et je tirais de la mécanique. Malgré ce que certains disent, ce qui compte en fait, et on le voit dans l'étude de Edashby, le foc, c'est le troisième élément, c'est un des éléments les plus importants dans la sélection d'une bonne flèche. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les flèches, si vous avez tous les prix, c'est qu'il y a toutes les qualités. Bon, là, je ne peux pas vous le montrer ce soir, mais si vous prenez un tube comme la X-Impact, qui a une tolérance de rectitude de 1 millième, quand vous la faites tourner sur le testeur, vous regardez la pointe, ça ne bouge pas, et si vous regardez l'encoche, ça ne va pas bouger. Si vous prenez alors des tubes, là c'est toujours Black Eagle, là c'est les tubes Renegade qui sont à 6 millièmes. Là, sur certains tubes, vous pouvez trouver au niveau de la pointe, quand vous faites tourner, vous verrez la pointe qui oscille. Et ça, c'est pas très très bon non plus. Vous pouvez avoir aussi l'encoche qui va bouger. Et je vous parle pas des tubes chinois, ou alors là, j'ai fait un test avec un tube qu'un client m'a laissé, qui a été acheté sur un site archi connu chinois. C'est franchement monstrueux. Donc il y a ça, il y a la flèche. Après, il y a aussi pour les pointes de chasse, vous avez donc je vais reprendre la German Kinetic. Vous avez aussi la concentricité de la lame. Pareil, quand on le monte sur un testeur de rectitude, on voit si la pointe tourne vraiment sur un axe ou si elle fait que monter et descendre. Ça va être catastrophique. Donc, il faudra faire attention à ça. Donc, quand vous allez installer vos inserts, alors, il y a des inserts où ça va être compliqué, c'est les inserts HIT, où qu'on rentre là sur hop. Là, c'est un tube FMJ, donc un tube hyper lourd. C'est les Dangerous Game. C'est fait pour aller chasser du buffle ou des choses comme ça, ou tout simplement ceux qui aiment des tubes vraiment très très lourds. Donc là, on va rentrer le tube, l'insert dans le tube. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on ne pourra pas trop choisir dès le départ l'orientation. C'est nettement plus facile sur des tubes là, comme les X-Impact, ou cette outsert. Je
sais pas si ça apparaît sur la cam. Vous voyez, j'ai fait une marque là qui est orange en fait sur mon tube. Donc quand j'ai utilisé le spine tester, j'ai fait tourner mon insert pour que quand je le fasse tourner, la pointe ne bouge pas. Et après, quand je vais le recoller, que tout soit bien aligné et avoir une flèche qui va être vraiment idéale. Autre chose, après, donc il y a l'empennage aussi qui joue. Alors depuis à peu près un an et demi, j'utilise des vannes montées des flèches montées en 4 vannes. L'intérêt, c'est que ça donne en termes de précision un vol qui est franchement génial. Quand il y a des conditions de vent, et chez moi il y a quand même relativement souvent du vent, ça change rien. C'est impressionnant. Cette année, là, je suis allé au Cerf chez un ami. Le jour où je suis arrivé, il y avait un vent de malade, je crois plus de 60 km/h. Le soir, on devait aller chasser, donc avant de partir, je me suis quand même dit, j'ai tiré quelques flèches histoire de voir de combien ça va se décaler. J'ai tiré à 30 mètres, plein vent, enfin vent plein travers. J'ai visé un point, ça atterrit pile. La deuxième, elle était juste à côté. Donc ça, les 4 plumes, c'est franchement très très intéressant. L'idéal, c'est d'essayer d'avoir des plumes aussi là sur les poulies. Alors là, je parlais vraiment que pour les poulies, avec un profil le plus bas possible pour éviter d'avoir en fait la plume qui risque de toucher les câbles. Après, sinon, vous avez donc la bonne vieille laser qui marche très bien, qui peut être aussi très bien montée en 4 plumes. L'avantage, c'est que donc du fait en 90 degrés, donc, ça vous permettra d'avoir bien les plumes qui vont passer de chaque côté du câble. Après, sinon, vous avez, hop, alors là, c'est un peu plus pour le tradi. Ça, c'est les flèches que j'utilise. Hop, je sais pas si on les voit sur le tradi. Donc, c'est des flèches fines aussi. C'est ce qu'on appelle les nano-diamètres. Il y a plusieurs dénominations maintenant. Donc, c'est nano-diamètre. C'est les 0,165 ou alors c'est les 4,2 mm. 4,2 mm, c'est le diamètre interne. Là, celle-là, c'est avec un outsert qui est en acier, donc, pardon, qui pèse 100 grains, comparé au plus ou moins 40-45 de l'alu de celle-là. Là, cette flèche, elle a un foc qui est quand même relativement élevé. Là, donc, je vais avoir un foc sur celle-là, si mes souvenirs sont bons. Je crois que je suis à 19 et quelques. Donc, je vois une page. Alors, du coup, si tu montes en poids, tu perds en vitesse. Alors, on perd un peu en vitesse. Mais un exemple que je vais prendre, une balle de ping-pong, ça part très vite, mais ça s'arrête aussi très vite. Une flèche qui est très légère, elle perd énormément en inertie. Si vous comparez cette balle de ping-pong à une balle de golf, les deux ont le même diamètre. Quand vous regardez les golfeurs, à quelle distance ils envoient une balle de golf, c'est quand même relativement monstrueux. Amusez-vous à prendre et à lancer à la main une balle de golf, une balle de ping-pong. Vous verrez laquelle ira plus loin. Peut-être un petit peu plus tard, j'essaierai de vous trouver. Il y a une vidéo qui a été faite par Edgeleaf, un des gars qui a fait la marque Grizzly Stick. Donc, il fabrique les accessoires, les lames de chasse qui a plus ou moins conçu à Dashby, où en fait, il utilise une paille, où il a rajouté un bout de plastique d'un stylo avec, on en revient toujours à la même chose avec ce fameux phoque. Donc au départ, ce poids est là ici avec un phoque qui doit être de l'ordre de 10%. La flèche part n'importe comment, elle s'arrête très vite. Après, il commence à l'éloigner un peu plus. On voit la flèche, enfin la paille avec son arc qui a
qu'il a créé avec des pailles aussi, je crois. Donc ça part à peu près, je vais dire une bêtise, mais peut-être genre 10 mètres. Et après, on le voit avec un phoque nettement plus élevé, où on voit la paille qui part tout droit et qui fait quasiment le double de distance. Ce qui tue à la chasse, c'est pas la vitesse, c'est la flèche. Et ce qui tue le plus, c'est ce qu'il y a au bout. Et comme je vous l'ai dit, ceux qui se débrouillent en anglais peuvent aller sur le site de HB, là, sur la HB Foundation, vous verrez donc le fait d'avoir une flèche qui arrive vraiment bien perpendiculaire, la pénétration, c'est franchement ce qu'il y a de primordial. Après, en termes de points, ça sert à rien de monter dans des poids monstrueux, 1000 grains, avant d'aller chasser rhinocéros, éléphants, bon, ça court pas trop les rues ici. Donc là, quand on regarde ce qu'ils préconisent pour les arcs à poulies, je parle, c'est d'être pour être sûr de tout passer dans n'importe quelle condition. Si c'est tir avant, alors franchement pas conseillé, mais bon, dans l'absolu, on maîtrise rien, donc si jamais, en fait, c'est dans le cas où tout se passe mal. Si jamais vous percutez avec votre flèche un numérus de sanglier avec une flèche de 650 grains avec un phoque relativement élevé, vous avez donc toutes les chances de faire exploser un os. Donc après, ce que je vois et que j'ai essayé là cette saison, il est 21h30. des flèches donc qui sont dans les 500 grains avec un phoque. Là pour une flèche là que je viens de faire là pour le nouvel arc que j'ai, donc c'est celle-là. C'est une 3D HV en 300 qui a un ratio là, qui est à 7 grammes par pouce. J'ai un insert acier de 50 grains. Bon, là, j'ai monté une pointe là de 100 grammes, mais sinon, celle que j'ai utilisée, c'était des pointes en 200 grains, donc avec un phoque de 20, oui, c'était 20,1%. J'ai tiré comment ça s'appelle c'est dur à mémoire. Un chevreuil 3/4 avant et ça lui a littéralement explosé l'omoplate. Donc, vous avez tout intérêt à tirer, je vais dire, le plus lourd possible dans ce qui vous gênera le moins au niveau de la parabole. Après, donc on ne cherche pas à faire des tirs à hyper longue distance. Donc sur les arcs à poulies, après tout dépend des performances et de votre configuration, parce qu'un gars qui a 25 d'allonge et celui qui a 31, en termes de vitesse, il y a un sacré écart, même s'ils ont le même arc et la même puissance. Le fait de perdre de l'allonge, ça vous fait perdre de la vitesse. On considère que c'est à peu près un pouce de perdu, c'est quasiment 10 pieds par seconde de perdu. Donc voilà, ça peut pas mal influencer sur le pouvoir de pénétration. Après, pour en revenir aux flèches, donc le fait d'avoir une flèche qui est avec un phoque le plus élevé possible, ça vous permettra d'avoir un maximum de pénétration. L'avantage du phoque élevé aussi, c'est que vous verrez que les flèches sortent très vite, très droit. Ça pardonne quand même pas mal d'erreurs. Autre chose, le vent. Je reviens à ça, mais la dernière sortie que j'ai fait, c'était des conditions qui étaient franchement pas terribles. Il y avait un vent de malade, donc pareil, avec un phoque élevé, les flèches sont très très peu influencées par le vent. Après, bon, ce qui va jouer quand même pas mal, c'est le diamètre du tube. Entre un tube comme ça et un tube comme la carnivore, moi, je sais pas si ça se voit très bien à la caméra, mais déjà rien que ouais, donc le peu de différence que vous pouvez voir en termes de vol, là, c'est franchement c'est impressionnant. J'ai fait des tests là dans un champ
C'est de l'ordre de pratiquement, quand il y a du vent chez nous qui souffle très régulièrement entre 50 et 60 km/h, on peut avoir à peu près 45 à 50 cm d'écart. Alors que sur une flèche, alors pas celle-là parce que je chasse pas au récurve, je m'entraîne pas assez, mais avec celle-là, être plein spot avec ça et avec des tubes comme celle-là, alors avec la pointe comme elle était à l'origine, c'était donc l'insert à lui qui fait 14 grains, une pointe de 100 grains, donc avec un phoque qui doit être autour des 10%, 11%, j'avais un écart qui était assez monstrueux. Là, j'ai fait un essai là pour un arc d'un client qui a des carnivores et qui voulait tirer un peu plus lourd. Donc là, c'est une pointe 150 grains. Là, il a un phoque qui est autour des 13, non, c'est 14,3, donc qui est très très bon. En fait, pour les poulies, l'idéal, c'est à la chasse, c'est d'avoir un phoque aux alentours entre 11 et 15-16%. Pour les tradis, l'idéal, ça serait d'avoir entre 13 et 20%. Après, bon, plus il sera élevé, mieux ce sera. Après, il faut savoir que vous allez avoir une parabole quand même qui risque d'être assez monstrueuse. Donc, au tradi, il faudra sérieusement vous limiter en termes de distance. Voilà. Après, au poulie, ça va être visible aussi, mais un peu moins quand même. Après, ça dépend des perches de l'arc et comme je disais au début, de votre configuration à vous. Si vous avez 30 pouces d'allonge et, 60, et que vous tirez 70 livres, jusqu'à 30 mètres, il y a très peu d'écart. Là, le peu de flèches que j'ai pu tirer là, pour mon nouvel arc, cette flèche, elle fait avec la config finale là, que j'ai mis en place, là, donc elle fera 500 grains avec 20% de phoque. Je vois rien. J'ai pas eu la chance parce qu'on est rentré en confinement de pouvoir tirer plus loin. Mais bon, je sais que de 5 à 30 mètres, j'ai un écart qui est à peine de 2 cm. Donc, c'est négligeable. Voilà. Voilà, les phoques élevés, ça ne veut pas dire flèche de 1000 grains. C'est tout le contraire. Hein. Si vous allez sur le site de HB, je vais essayer de regarder 30 secondes sur mon ordi. Hop, l'adresse. Alors, c'est hbbounting.org. Allez dessus, vous verrez. Donc, il y a une rubrique. Il y a plusieurs rubriques après où tout est expliqué. Bon, le problème, c'est en anglais, donc ceux qui se débrouillent pas en anglais, ça va être un peu compliqué. Mais sinon, j'essaierai peut-être de faire une vidéo un peu plus tard pour essayer d'expliquer ce fameux phoque, ou à moins que je puisse l'expliquer maintenant, Marc. Oui, tu peux expliquer, il n'y a pas de problème, Jacques. Bon, rapidement. Ouais. Ouais. J'ai juste une question. Bon, Antoine y a répondu. C'est par rapport, mais je vais te la mettre, ça peut intéresser, sur le montage des blazers, droite ou avec un offset. Alors, ce qui marche le mieux, si c'est pour tirer quand il y a des conditions venteuses, c'est un offset léger de 2 degrés. Moi, là, sur celle-là, j'ai une empenneuse Bitzenberger avec les pinces hélicoïdales. Là, je l'ai monté en hélicoïdal, 4 plumes hélicoïdales. Et ça marche franchement du feu de Dieu, c'est impressionnant. D'accord. Donc, tu conseilles les 4 plumes, tu trouves que c'est pas mal? C'est en termes de précision quand il y a du vent. Enfin, je vous dis ça parce que le vent, il y en a quand même relativement souvent ici, que ça soit l'hiver ou l'été. C'est franchement monstrueux. Cette année, je suis allé enfin, ça fait quelques années que je vais à Nîmes, mais cette année, j'étais sur le site d'un fabricant de viseurs. Black Gold pour pas le citer, juste en face, il y avait les gars de Type et il y avait plusieurs archers américains et il y avait un archer que je pense certains connaissent qui s'appelle Tim Gillingham
qui est un technicien acharné et un tireur et un archer qui a eu je sais pas combien qui a gagné des coupes du monde, enfin, mais qui est hyper titré. Et j'ai discuté avec lui pendant une paire d'heures. Et donc c'est un gars qui tire, qui fait des tirs qui ferait hurler certains ici. Mais il m'a montré une photo d'un Muldir donc qu'il a tiré à 130 yards. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais bon, ça doit dépasser les 100 mètres. Donc c'est un gars qui s'entraîne très très régulièrement à tirer très loin. Et ça fait des années, ça fait plus de 4 ans qu'il tire ça. Si vous regardez les tubes Gold-Tip qui sont, enfin les flèches montées maintenant chez Gold-Tip depuis, je crois, 2 ou 3 ans, elles sont montées en 4 plumes. Et c'est lui qui les a incités à faire ça. Parce qu'il a noté vraiment une grosse différence au-delà de 50 yards. Quand il y a pas de vent, il y a un groupement qui est enfin bon, là, il y a un super niveau, mais même un archer moyen, ça commence déjà à sérieusement se regrouper. Et quand il y a des conditions de vent, entre une 3 plumes et une 4 plumes, autant la 3 plumes, ça va disperser, que là, la 4 plumes, ça bouge vraiment pas, quoi. C'est hyper impressionnant. Alors, je ne saurais pas trop vous expliquer pourquoi, mais c'est franchement impressionnant. Moi, j'ai fait le test plusieurs fois. Maintenant, je tire franchement plus que ça. Je me pose plus de questions, vent ou pas vent, si je dois compenser ou pas. Je vise là où j'estime que c'est la zone tuée et là où il faudrait que je tire pour que ce soit mortel. Voilà, quoi. Sinon, pour en revenir au fameux phoque, donc je vais Voilà, faire. ouais. Donc, ce que je disais au début, donc c'est ce point d'équilibre, donc qui permettra, plus on va le rapprocher de la pointe, plus on diminuera la possibilité de flexion. Donc là, il y a ce qu'on appelle le bras de levier avant et le bras de levier arrière. Et c'est ce que montre même si vous ne vous débrouillez pas du tout en anglais, il y a des vidéos de Ed Ashby, j'essaierai de les faire passer un petit peu plus tard, où on voit Ed Ashby qui fait un test où il met une flèche avec le poids là ici, donc ce qui correspond en fait à une flèche qui a un phoque de plus ou moins 10%, où il la met comme ça et on voit la flèche qui fait le métronome pendant un bon petit moment. Et après, il met ce poids qui est en fait une balle de golf. Là ici, il prend la même flèche, ça fait même pas 2 ou 3 allées, retour, et elle est stabilisée. Après, il fait la même chose avec une tige qui va percer en fait une feuille de papier. Donc, où il part avec quasiment du bout de la flèche, où on voit la flèche qui se tord, hein, qui forme vraiment une dune, quoi. Et en se rapprochant, au fur et à mesure qu'il se rapproche, donc il diminue ce bras de levier et qui donc augmente ce fameux phoque, où la flèche, elle traverse, et sans aucun effort, enfin sans aucun, très faible. Donc c'est pour ça que le phoque est relativement important à la chasse. Ça a aussi une importance dans le groupement qu'on fait. Donc après, il y a aussi dans comment ça s'appelle le fait d'avoir une flèche qui va se stabiliser vraiment très très vite et qui pourra vous pardonner aussi certaines erreurs de décoche. Alors après, c'est pas magique non plus, hein. Ouais. Et donc, le fait de rajouter une plume de plus sur l'empennage, est-ce que ça modifie beaucoup ton phoque? Alors ça joue sur le phoque. Ce qu'il faut savoir, c'est que à peu près 5 grains, je sais pas si on voit là, 5 grains à l'arrière, pour le compenser, il faut quasiment mettre 20 grains devant. Donc là, ça je m'en suis aperçu il n'y a pas très longtemps. Je te remets en plein écran. Voilà. Donc ce que je vais faire sur les prochaines flèches, c'est virer un maximum du cresting là, que j'ai devant pour le garder, donc pour pouvoir continuer à mettre le numéro de permis et aller voir plus ou moins. Mais moins il y a de points à l'arrière, plus vous allez augmenter votre phoque à l'avant. Donc là, j'ai essayé ces plumes-là.
Je vais faire des tests avec des plumes qui sont beaucoup plus courtes. Ça, c'est des 2 pouces et demi. Là, pour avoir discuté avec Tim, lui, il utilise des plumes qui font 2 pouces et il a même fait des tests en 1,75 et 4 plumes en 1,75 avec des pointes comme, hop, ma petite pointe préférée, c'est, hop, je sais pas si elle se voit, hop, la Diamondback de chez Ramcat qui a une pointe, un trocard qui est idéal pour faire exploser les os. C'est une lame qui a un offset, donc qui va déjà imprimer un phénomène de rotation à la flèche, qui est avec un single bevel, enfin simple tranchant en français, donc qui donne aussi la possibilité de, si on rencontre un os, de le faire éclater. C'est ce que préconise le fameux HB. Avec une pointe comme ça et un tout petit empennage derrière, ça fait des phoques. Le chiffre magique en phoque pour HB, c'est 20%. Et au-delà. Après, bon, quand on est à des ultra, enfin les UE phoques, ultra, c'est au-delà de 30%. Donc 30%, ça va être des flèches où rien qu'à l'avant, on va se retrouver avec des inserts qui vont faire à peu près 200 grains, avoir des flèches qui vont, enfin des lames de chasse qui vont tourner autour des 400 grains. Là, il y a Bishop, une marque américaine qui fabrique donc des lames dans un acier qui sert aux outils pour le tournage et le fraisage, qui fait 600 grains. Bon, là, c'est vraiment extrême. Ouais. Et à part aller chasser un hippo, rhino, enfin tous les animaux du Big Five, ça n'a aucun intérêt pour nous ici en Europe. Ouais. Donc ça, et une question qui revient souvent parmi nos membres, y a-t-il un alignement des lames par rapport aux vannes, aux plumes? Ça change. J'ai fait plusieurs tests. J'ai fait faire des tests parce que bon, je vais essayer de voir avec des gars de l'assaut. Ça change rien du tout. Et justement, j'en avais discuté avec Tim Gillingham. Il m'a dit ça ne change absolument rien. Par contre, une chose qui a une influence, c'est le fait, alors quand on tire loin, parce que lui c'est un gars qui tire relativement loin, mais c'est le fait, si on a une lame qui est très très longue et qui en plus est relativement large, bon là j'en ai pas sous la main, mais les lames, alors par exemple, des lames là, comme la DRT, celle-là c'est la single bevel, elle aura un peu plus tendance, si votre arc n'est pas bien réglé et que vous n'avez pas bien réglé votre flèche, à se balader un petit peu dans l'air. Après, si vous avez hop, une lame comme celle-ci, hop, je vais tourner. Voilà, ça c'est la Magnus, la Cerazor, qui est quelque chose de monstrueux. Je ne sais pas s'il est connecté, mais il y a Philippe Canivet qui a essayé, qui m'a envoyé des photos d'un sanglier qu'il a tiré avec. C'est pas une lame qui est monstrueuse, hein. En diamètre de coupe, elle fait un peu plus de 25, je crois qu'elle est à 27 mm ou 28 mm. Ce qui a changé quand même pas mal de choses, c'est les serrations, le crantage qu'on voit là ici. Ça fait un trou, mais ça fait la taille de ma main, alors que la lame, elle est pas monstrueuse. Et ça, il y a un gars que je suis, un Texan, qui tire énormément de sangliers, vu qu'il en est envahi. C'est Troy, qui fait sur la chaîne YouTube, c'est Ranch Ferry. Donc qui tire énormément de flèches, enfin de sangliers. Il a des sangliers qui sont quand même relativement monstrueux avec celle-là, et avec par contre des inserts qui font 200 grains.
Donc, il a des flèches qui ont un FOC de 24-25%, les doigts dans le nez. Et il y a une vidéo où on le voit où il tire, alors consciemment, un sanglier 3/4 avant, pleine épaule. Et le bestiau, il prend la flèche, ça rentre et ça sort comme s'il avait tiré dans du carton. Donc là, on voit vraiment l'importance du phoque et des pointes. Donc, des pointes cotton contact, ou même ce qu'on peut faire sur les pointes trocardées, c'est affûter les tranchants. Parce que ce qui compte, c'est le début, le fait que ça puisse, qu'on puisse écarter le cuir et faire rentrer un peu tout le reste de la flèche. Alors bonjour. J'ai mis un peu de téflon sur le fêtage pour éviter ça. Enfin, si c'est pour choisir mettre du frein filet sur justement le filet de la lame, oui, il faut éviter que la lame bouge et puisse se dévisser parce qu'on perd pas mal d'énergie cinétique ou de moments, comme c'est noté dans l'étude d'HB. C'est pour ça que maintenant, on voit de plus en plus de lames qui sont accolées et qui sont montées directement sur un cône qui va s'insérer dans le tube. Donc, parce que plus il y aura de pièces qui seront imbriquées et plus il y aura source de rupture. Par exemple, la FMJ, alors je vais monter ça. Hop. Ah, ouais. Ça, c'est l'inconvénient d'avoir beaucoup de flèches. Donc, les inserts HIT et la FMJ, le souci qu'ils ont, c'est qu'il n'y a aucun épaulement là, ici. Et ce qui se passe, hop, bon là, comme ça, moi, je suis sûr qu'elle ne va pas se sauver. Si ça rencontre un os, là, ici, ça champignonne et vous avez, en plus, avec celle-là, où le bord de fuite est tranchant, ça vous ouvre la flèche comme une tulipe. Et donc, la FMJ peut être intéressante. Par contre, ce qu'il faut, c'est rajouter ce qu'ils appellent des footers, c'est-à-dire une pièce additionnelle qui va protéger le tube, à l'extérieur et éviter que ça explose. Et ça va aussi éviter hop, je vais pas me couper les doigts. Voilà, ça évite là ici, parce que c'est là où ça risque de plier. Donc là, en ayant ça d'ultra rigide, et c'est le premier élément de HB, c'est l'intégrité structurelle de la flèche. Si on veut qu'une flèche pénètre un max, il ne faut pas que dès qu'elle rentre dans quelque chose, ça casse. Alors que ce soit la pointe, les inserts et ou le tube. Les trois entrent en compte. Donc c'est pour ça que il faut des lames de bonne qualité dans des aciers de bonne qualité. Un affûtage, là il en parle dans un autre élément, quand on dit tranchant rasoir, c'est vraiment tranchant rasoir, là, je le vois là, sur le premier chevreuil que j'ai tiré ici. Bon, vous allez me dire, un chevreuil, c'est pas ce qu'il y a de plus costaud. Mais cette lame, la German Kinetic, je l'avais affûtée. Les poils, ils voyaient la lame, ils tombaient presque. Ça a fait une mare de sang. On aurait dit que j'avais tiré à la lame mécanique, alors que j'ai tiré avec une simple bilame fixe. L'animal est parti. Déjà, il a un truc qui m'a fait halluciner, c'est que je pensais l'avoir loupé, parce que j'ai traversé, il n'a pas bougé, il était en train d'écouter les chiens qui arrivaient plus bas. Il n'y a qu'au moment où vraiment les chiens ont été prêts, où il s'est tourné pour regarder où il pouvait fuir, où là, j'ai vu le sang qui a giclé, et c'était franchement monstrueux. Pour le retrouver, en fait, je l'ai tiré à, je crois, 13 mètres. Il n'a même pas fait 10 mètres. Et il est resté pendant 10-15 secondes à écouter. Bon, il avait la patte relevée parce que, en fait, quand je l'ai tiré 3/4 arrière droit, je l'ai traversé complètement et ça lui a sectionné la patte.
mais l'animal n'a absolument pas bougé. Ouais, je pensais que je l'avais loupé, quoi. Il n'y a que quand j'ai vu le sang sortir, voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est bon. Et les flèches, donc, c'est mes fameuses X-Impact avec ces inserts, ces outserts, en fait, qui coiffent le tube et qui le protègent vraiment au maximum de la casse. Alors, je dis pas que c'est incassable, tout peut casser, mais ça a quand même limité sérieusement. Et cette flèche, c'est une flèche qui a fait déjà, ouais, je crois, deux chevreuils, puisque c'était le dernier chevreuil que j'ai tiré en tir d'été et le premier que j'ai tiré en battu. Voilà, après, je sais pas s'il y a des questions, parce que le sujet est tellement vaste, je sais pas. Voilà, donc c'est vrai que le sujet est vaste. Il y a Louis qui nous redemande le nom des lames que tu as montrées, tu sais, légèrement crantées. Voilà, celle-là, ouais. Ouais. Ça, c'est les Magnus, enfin la marque c'est Magnus et le modèle c'est les Cerazor en C'est bilard rasé, ouais. avec, avec les bleeders, là, les quatre, enfin ils les considèrent comme 4 lames, mais bon, enfin quand on voit la taille de la lame et la taille du, hop, je vais mettre Ouais. du bleeder, pour moi c'est plus une bilame qu'un. Après, l'avantage des lames Magnus, c'est que le tranchant, déjà à la base, il est franchement très très bon. Et surtout, qu'il y a un bord de fuite qui est tranchant. C'est comme ce que fait. Alors, je vais faire gaffe aussi. Hop, hop, on ne les voit pas. C'est ce que fait Non, on les voit, ouais. la Ramcat, bord d'attaque, bord de fuite tranchant. Ça, celle-là, c'est la Diamondback. C'est une petite lame donc qui vole vraiment comme une pointe fil. Elle est ultra compacte. Je ne sais pas si, hop, si on va le voir. Mais hop, Ouais. voilà. La férule, elle est hyper compacte et franchement monstrueuse en termes de diamètre. Et il y en a une autre. Hop, ça c'est la première de chez Ramcat, la originale. Alors celle-là, c'est un peu une hybride. Je vais éviter de trop mettre les doigts, mais celle-là, c'est celle que tu utilises, Marc, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, Tout à fait. la lame qui, en cas de sortie de l'animal, va trancher aussi et va s'orienter dans l'autre sens pour pouvoir sortir. Moi, je sais que j'ai un client l'année dernière qui les a essayés pour la première fois et qui tire un chevreuil à 23 mètres. Il n'avait pas vu une petite brindille qui le séparait, donc la flèche qui devait être plein poumon s'est retrouvée à plein ventre. L'animal est parti, c'était juste avant la tombée de la nuit, donc il a voulu faire une recherche. Bon, il a vu que ça saignait énormément et il a fait à 20 mètres, il s'est arrêté. Il est revenu le lendemain avec un conducteur de chien de sang. En fait, l'animal n'était pas allé vraiment loin, il avait fait à peine 30 mètres, mais la flèche, ils l'ont retrouvée donc à, quoi, il m'avait dit 20-21 mètres du point d'impact. Et l'animal avait laissé quasiment la moitié des intestins sur les derniers mètres de la recherche. Donc là, c'est le fait aussi d'avoir des lames ultra tranchantes. Vous regarderez, enfin essayez si vous en souvenez. Moi, ça m'a marqué franchement là, cette saison. Si vous avez des lames qui sont ultra tranchantes, pas avec forcément un gros diamètre de coupe, les animaux vont prendre la flèche et vous avez l'impression que vous les avez loupés. Deuxième chevreuil là, que j'ai tiré en tir d'été, là, je l'ai tiré avec une lame mécanique monstrueuse. C'est la Executioner. Bon, là, je n'ai pas pensé à la prendre, mais elle fait 2,5 pouces de diamètre de large, un peu plus de 5 cm et quelques. Je ne sais plus à qui j'avais posté la photo. Le trou de sortie, il est plus grand que ma main. Et donc, par contre, ce que j'avais fait, c'est que j'avais démonté les lames, je les ai affûtées, c'est tranchant rasoir. Là, pareil, je tire l'animal, enfin, il s'arrête parce que il était dans un champ. Moi, j'étais à l'intérieur du bois, légèrement à l'intérieur du bois. Il s'est arrêté.
une seconde de trop pour lui. Je le tire, je le vois qui repart. Je dis merde, t'as loupé un chevreuil à 10 mètres. Et je le vois qui part et bon, il a fait aller 3 pas et le sang a coulé et il a continué à faire quelques pas. En fait, il est mort à même pas à 20 mètres de l'endroit où je l'ai tiré. Mais pareil, entre guillemets, détendu. Il n'a pas vu la mort arriver. Je vois un message, c'est pas toujours simple d'avoir le choix en lame en dehors des fameux 125 grammes. Bah, maintenant, on trouve quand même pas mal de lames. Il y a 100, 125 grains. Chez Magnus, par exemple, je sais pas si j'ai pris ici, on trouve, hop, je sais pas si on voit, hop, voilà, bon, je vais cacher le prix. la Stinger qui existe en 150 grains. Donc, pour faire des flèches avec un phoque relativement important. Donc, ça, c'est plutôt pour ceux qui vont chasser sanglier, cerf, bon, parce que pour le chevreuil, enfin, je vais pas dire que c'est jamais trop, qui peut le plus, peut le moins, mais si vous avez des sangliers qui sont quand même relativement costauds dans votre secteur, je vous conseille quand même d'essayer de tourner autour d'un phoque ouais, entre 13 et 15%, ça serait déjà très bien. Au-delà, bah, ça sera que du bonheur, si on peut dire. Mais vous avez alors cette lame, enfin, je vous la montre, mais pour l'instant, elle doit changer. C'est quelque chose que je suis en train de faire rentrer, mais là, c'est très compliqué en ce moment. C'est une lame qui existe en 150, 175 et bientôt qui va exister en 200 et 225 grains. C'est une lame qui est en une seule pièce. Je ne sais pas si on voit. Hop, qui est d'un seul bloc, qui est en single bevel, qui est avec une pointe tantôt, qui est très épaisse. La lame, elle fait 2 mm. Il est 22 heures. Et donc après, pareil, bord de fuite aussi qui va être tranchant, qui est dans un acier qui n'est pas trop dur, en dureté Rockwell. Alors si ça n'a pas l'air assez certain, donc on est à 50. Vous avez certaines lames qui sont dans des aciers qui sont extrêmement durs, entre 58 et 60. Là, si vous voulez les affûter, c'est au moins du matériel affûtage diamant qu'il faut. Parce que si vous faites ça à la pierre classique, vous allez passer des heures pour un résultat qui va franchement pas être terrible. Donc là, après, voilà, donc ou si vous n'êtes pas non plus des fans, ou si vous sentez pas du tout d'affûter vos lames, vous avez Magnus qui fait avec G5, comment il s'appelle là, Ram4, voilà, hop, Ram4 et la Diamondback ou l'original, qui font des lames ultra tranchantes. Là, vous avez vraiment intérêt à faire gaffe à vos doigts. Il y a Wasp aussi qui fait des très bonnes lames. Là, bon, c'est une méca, mais sinon vous avez hop, la fixe, la petite trilame fixe. Hein. Là, ils se sont associés avec Avalon, si certains connaissent. Avalon, c'est un fabricant de couteaux qui, au départ, était un fabricant de pièces, enfin, de lames de rechange pour les scalpels. Donc, ils ont une grande expertise. Et donc, Wasp s'est associé à Avalon pour fabriquer une lame. C'est la Wasp Avalon HV qui a un tranchant... C'est monstrueux. Et qui conserve ce qui a fait la réputation de Wasp. Hop, sur le blanc, ça ira mieux. Ouais, je l'ai mis en plein écran, donc. Ouais. Donc le trocard là qui est en acier inox, qui résiste à énormément de tests. Là, il y avait une pub il y a une dizaine d'années où on voyait donc une lame. Là, c'était une fixe comme celle-là où il traversait 10 plaques de
de barils de pétrole sans problème. Donc la pointe qui va faire exploser les os, et après on a les lames donc, qui seront entre guillemets plus ou moins protégées par le fait que la pointe ait fait exploser les os et qui tranchent, et elles ont un tranchant pareil qui est franchement exceptionnel, et c'est des pointes qui sont pas très chères parce qu'on tourne autour des 35 euros le pack de 3 là. Je prends le cours de route. Comment calcule-t-on le FOC? Alors, le FOC, c'est la longueur. Hop, je repose tout ça en évitant de me couper là, je suis sur la calculatrice. Sur la calculatrice, ou alors vous allez, il y a pas mal de sites où vous avez comment ça s'appelle, le calcul. Le calcul automatique. Voilà, il y a des applications. Alors, attendez, moi, je vais ce que j'utilise. Alors, il y a sur boenting.com, vous avez le Harrowfog Calculator. En fait, vous prenez la longueur du tube avec moins la longueur de bascule, non? Ouais, donc ce qu'il faut, c'est du fond de l'encoche jusqu'au bord du tube, enfin au niveau de la jointure entre le tube et l'insert. Alors, il y a deux méthodes. Ça, c'est celle que je vous donne. C'est la méthode AEMO qui a été mise. L'AEMO, c'est l'association des fabricants d'archerie donc, qui ont édicté des normes. Donc, pour eux, le calcul du FOC se fait du fond de l'encoche jusqu'au bord du tube. On ne compte pas l'insert. C'est après moins. Alors, si hop, je retrouve. Non, j'ai perdu mon truc. Divisé par la distance qu'il y a là. Attendez, je me suis perdu là. Te perds pas trop. Trop de pages ouvertes. Voilà. Donc après, j'ai pas mal de. Attends, je vais essayer de faire un copie. Oups là, j'avais oublié une lame, j'ai failli laisser les doigts. Donc, je vais essayer de vous faire un copier-coller. Hop, je vais retourner. Hop, là-dessus. Voilà, je viens de le mettre. Je pense que ça va être bon. Donc, vous allez sur ce lien et là, vous aurez la possibilité donc d'avoir le calcul. Voilà, donc c'est super. Donc après, j'ai pas mal de questions, si tu veux, sur les. J'ai un insert de 50 grammes avec une lame de 125 grammes. Donc, est-ce que ça peut le faire? Mais bon, je pense que pour répondre, il faudrait peut-être connaître d'autres critères. Là, après, ce qu'il faut, c'est connaître le poids du tube, le ratio, là, le fameux GPI que vous voyez décrit la plupart du temps sur les tubes. C'est marqué pas très loin du spin. Donc après, comme je le disais, enfin, parce que des fois, il y a une question qui m'est posée. C'est est-ce qu'un tube, plus il est lourd, plus le spin va être élevé. Ça a strictement rien à voir. Le poids du tube et le spin de la flèche peut être complètement différent. Par exemple, celle-là, j'ai un spin 350. Le ratio, il est à, je crois, c'est 7,4 g. Je ne me trompe pas. Hop, elle est où ma carnivore? Elle est là. La 350, ouais, je suis à 7,5 g. Et sur la 3DHV, la Victory, je suis en spin 300 et je suis à peine à 7 g. Donc, pour une lame articulée, quelle puissance minimum pour l'arc? Alors, le minimum, ça va dépendre en partie du diamètre de coupe de la lame. Les lames qui font 1,5 pouce de diamètre de coupe, on préconise un minimum de 50 livres, mais c'est le minimum du minimum. Après, ça va dépendre pas mal de votre rallonge et des performances de l'arc.
Si vous avez un arc qui sort à 300 pieds secondes et un arc qui sort à 350 pieds secondes, l'énergie qu'emmagasine la flèche est complètement différente. Après, pour limiter les problèmes, on va dire, l'idéal, c'est d'être entre 50 et 60. Bon, après, vous tirez ce que vous pouvez, mais si vous tirez vraiment des petites puissances, donc on en revient toujours, je vais être lourd, mais sur ce fameux phoque, parce que justement là sur le phoque, en mettant, par exemple, j'ai fait un test l'année dernière en ayant des inserts qui font 100 grains avec des lames mécaniques, ça donne un truc de fabuleux. Et là, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps où un gars a mis des inserts de 200 grains et tire une lame mécanique, une rage dans un sanglier. Il obtient un pouvoir de pénétration qui est monstrueux. Mais bon, le gars, il a une flèche, son phoque, je crois qu'il doit tourner à 17,8 ou quelque chose comme ça. Mais après, niveau puissance, si vous voulez être sûr, tirez 60 livres à votre allonge. Ouais, je tiens à préciser, c'est 60 livres à votre allonge. Et 60 livres mesurés, pas estimation, j'ai enlevé 2 tours, ouais, ça doit faire à peu près 60 livres. Bien. Donc pour l'instant, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Donc je pense que Enzo est encore parti chercher un café. Bon, donc voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Bon, sachant que tu es joignable en permanence pour tous les membres qui ont besoin de conseils, comme tous les autres membres qui sont passés sur ces lives. Nous sommes là pour faire partager notre passion, donner des conseils, comme je dis souvent. Et merci à tous ces... Enzo qui revient son café, toi j'avais raison. Et merci pour tous ces professionnels qui prennent de leur temps pour nous expliquer, nous faire partager leur savoir. Donc je te remercie beaucoup Jacques de ta participation. Et on en reparlera très prochainement. Ouais. Alors attends. J'ai une question. Oui, vas-y. Ouais. Une chose, au niveau de la coupe des tubes, ce qu'il faut faire attention, c'est couper les tubes avec quelque chose très vite. Parce que les tubes carbone sont avec des résines. Et le problème, si on le fait avec un... Alors, j'ai vu il y a quelques temps un client qui carrément me faisait ça au coupe-tube pour la plomberie. Donc, il y allait gentiment, il serrait. Le problème, c'est que vous allez faire éclater tous les brins là, de fibre carbone. Après aussi, avec la scie, c'est pas l'idéal parce que, pareil, vous pouvez faire des coupes un petit peu en diagonale et faire une légère fente, ce qui fait que, à l'impact, vous allez vous retrouver avec un tube qui va se fendre. Bon, s'il se fond dans une cible, c'est pas bien grave. S'il se fond dans l'animal, vous allez retrouver avec du carbone à l'intérieur. Et après, même pour vous, quand vous vous entraînez, si ça tape, des fois on a des pointes ou des inserts qui peuvent être restés dans la cible. Si ça tape, vous récupérez votre flèche et que vous n'avez pas fait gaffe que ça s'est légèrement fendu, parce qu'en général, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une petite veine blanche qui va apparaître sur la fibre là. Et si on ne fait pas gaffe, au moment de la décoche, vous pouvez avoir le tube qui vous pète. Alors au mieux, ça pète devant l'arc. Sinon, vous risquez d'avoir vos petites mimines qui vont prendre du carbone dans la main. Et bon, en ce moment, c'est pas l'idéal d'aller à l'hosto, je pense. Surtout pour se faire enlever du carbone dans la main, quoi. Donc l'idéal, investissez dans un Dremel ou après demandez si les assos en ont un petit. Il y a des coupes tubes là comme j'ai les cartels ou des cuts. Enfin, celui que j'ai c'est un Decut. Ça vaut une centaine d'euros. Ça vaut le coup de dépenser quelques euros pour sa sécurité. La pince du canard sert de 42 grains, ça peut passer sur des cas
passer sur du 300. Après, en fait, tout dépend de ce qu'on recherche. Si on passe sur du spin 300 pour pouvoir conserver la même souplesse, il va très certainement falloir ajouter du poids à l'avant. Ou alors, il y a un autre moyen de tricher, c'est d'allonger ou de laisser le tube le plus long. Là, les tubes, en général, font plus ou moins 32 pouces de long quand ils sont bruts. Donc, il faudra jouer avec ça et quand vous ferez votre test FUNU, raccourcir au fur et à mesure. Alors, au début, pour voir juste une chose à vous rappeler, donc pour un droitier, donc si votre flèche arrive en cible, le cul à gauche, c'est qu'elle est trop souple, donc il faut raccourcir. Donc, pour aller un petit peu plus vite, vous pouvez au début couper pouce par pouce. Et ça, il faut le faire sur 2 pouces parce qu'après, vous allez très vite voir que le quart de pouce change quand même pas mal de choses. Et jusqu'à ce que votre flèche arrive vraiment bien, hop, je sais pas si ça se voit, mais vraiment, non, ça va être difficile, vraiment bien perpendiculaire à la cible. Et après, le fait qu'elle ait le cul en haut ou en bas, il faudra jouer alors sur les arcs à poulies, il faudra jouer sur le repose-flèche, le monter ou le descendre. Donc, si elle arrive les fesses en haut, il faudra remonter légèrement. Là, il faut y aller, c'est millimètre par millimètre, même moins des fois, pour remonter donc le repose-flèche pour qu'elle arrive bien, bien perpendiculaire. Et après, donc sur les tradis, il faudra abaisser le point d'encochage. Voilà. Les meilleurs pour la chasse. Moi, actuellement, j'en ai utilisé beaucoup. J'ai utilisé les blazers. Hop, donc les blazers pendant un très long moment. C'est des vannes qui ont archi fait leur preuve. J'ai utilisé pendant un moment les quick spin de Shenap. Bon, ça a très bien marché, elles marchent très bien parce qu'elles ont un système de rainure et un petit, ce qu'ils appellent kicker sur le bord de la vanne. En fait, c'est un petit aileron qui donne en fait un effet hélicoïdal à la vanne, à la flèche très rapidement. Bon, le souci, c'est qu'il y a quelques temps, ils ont changé la formulation pour les couleurs. Et je me suis retrouvé avec des vannes qui cassaient. J'ai plusieurs clients qui ont eu des vannes. Rien que le simple fait de les avoir mis dans la housse, fermer la housse et rentrer à la maison, ouvrir, quand ils ressortaient, ils se trouvaient avec les vannes cassées. Bon, j'en ai recommandé quelques-unes. J'ai eu à nouveau le souci. Donc, personnellement, j'ai décidé d'arrêter de les faire parce que bon, c'est bien gentil de renvoyer des vannes à chaque fois, mais ça finit par me coûter des sous. Pardon. Et sinon, ce que j'utilise depuis 2 ans maintenant, c'est les hits. C'est des vannes toujours de chez Boning, qui sont ultra costauds, qui ont un profil très bas, donc plusieurs intérêts avec le profil bas. Donc, ce que je disais, moi, c'est le passage au niveau des câbles, parce que maintenant, avec les arcs qui ont, si vous remarquez, les câbles sont quand même relativement sur le passage de la flèche, parce qu'ils ont diminué en fait la pression de l'écarteur de câble. Autre avantage aussi quand il y a du vent, c'est que ça a moins de prise. Et autre avantage aussi en termes de pénétration, c'est un peu, on reprend le système de la lame qui est préconisé donc par HB. C'est là sur les vannes, c'est une vanne qui va avoir un profil qui est bas. Donc là, ça va être hyper facile à rentrer dans l'animal. Si on regarde celle-là, si ça se voit là, celle-là sera nettement moins freinée que celle-là. C'est un peu comme quand vous avez des escaliers qui sont très courts avec des marches très hautes. C'est quand même plus difficile que quand vous avez un escalier qui est très loin avec des marches très basses. C'est si vous regardez les pointes au Wardhill, par exemple, qui sont hyper pointues, celle-là, peu importe la puissance que vous allez tirer, ça va pénétrer. Si vous tirez des lames, alors c'est peut-être pas trop le bon exemple parce qu'elle tranche, mais quand vous avez une lame avec un ratio comme ça là, il faut vraiment que ça tranche pour que ça freine un minimum. Voilà.
Bon, ben voilà. Donc, j'ai déjà pris une autre question, mais je pense que c'est une question. Je pense qu'il vaudra mieux que il te contacte directement parce que c'est une question. C'est pour savoir quelle lame, non, pardon, quelle flèche tu conseillerais pour un arc. Ben, voilà, je te la mets en lien. Jacques, que me conseillerais-tu comme flèche pour un Bear Grizzly en puissance 50 livres et à longe de 28? Je crois qu'on s'est déjà vu. On a déjà discuté Donc, je pense qu'il pourrait. avec Greg. Ouais, c'est Greg, donc je pense que tu pourras le voir plus en privé, je pense. Tu pourras mieux le renseigner, je pense. Ouais, bon, on avait discuté déjà un peu l'autre fois. Bon, on en reparlera. Voilà, je pense, ouais. Donc voilà, donc j'ai pas d'autres questions, donc je vous remercie tous de votre présence. Je remercie Jacques pour ses précieux renseignements. Je vais laisser la parole à Enzo pour le mot de la fin, s'il a fini son café, bien sûr. À toi, Enzo. Ben, Enzo, bien sûr. Ben, déjà, bonsoir tout le monde. Voilà, il y on a un t'entend problème très technique au mal, début. Enzo. Donc, j'ai dû changer d'ordinateur. Et puis, avec le nouveau ordinateur, je n'ai pas paramétré encore. On m'entend très mal. Ouais, Ouais, je t'entends très mal, ouais. Tu m'entends? Je t'entends, ouais. Moi, je Tu t'entends m'entends? très, très, très mal. Bon, donc Enzo, vous voyez, J'ai des continue à soucis faire un mauvais de. ce soir. Donc, bon, Ouais. je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée et pensez au live de mercredi soir avec sur la chasse en montagne, un sujet qui va être très intéressant aussi, je pense. Je vous laisse la parole. Merci Jacques, bonne soirée. Enzo, bonne soirée à toi et bonsoir à tous et à mercredi. allez, à mercredi. Ciao. Mercredi. Bonsoir à tout le monde.